Les grands travaux. Le plan que nous avons joint à ce deuxième fascicule a été dressé par M. Trenet, architecte, membre aussi dévoué que sympathique du comité de la démolition. Il est facile, à première vue, et sans entrer dans de nouvelles explications, de se rendre compte de la transformation radicale que subira la ville de Perpignan. C'est d'abord une extension 4 fois plus grande qu'elle va acquérir. Ensuite, sur l'emplacement des terrains sur lesquels s'élèvent actuellement les fortifications depuis si longtemps inutiles, ce sont de nouveaux quartiers qui surgiront, non pas comme sous la baguette d'une fée, mais bien petit à petit. La ville, qui se prête déjà par le voisinage de la promenade et de la pépinière à toutes sortes d'embellissements, prendra tout de suite un aspect séduisant qui entraînera aussitôt les propriétaires du centre à se mettre à l'unisson. Mais examinons le plan de l'artiste sous les yeux. Quel profit M. Trenet propose de tirer des terrains qui deviendront disponibles? La démolition de l'enceinte donne une surface de 312 000 mètres carrés. Si l'on affecte à la création des nouveaux boulevards et rues une surface de 122 000 mètres carrés, et que la ville se réserve pour la construction d'un lycée et cours 5 500 mètres carrés, pour une école primaire avec cours et préau couverts 5 850 mètres carrés, pour la construction de nouvelles casernes 12 000 mètres carrés, nous arrivons à un total de 145 350 mètres carrés. Il reste donc à la compagnie financière 166 650 mètres carrés, c'est-à-dire un peu plus que la ville aurait l'intention de lui céder. Sur cette surface, on pourrait encore construire 781 immeubles de 175 mètres carrés, soit 136 675 mètres carrés, 35 villas ou maisons de plaisance avec jardin d'une surface de 320 mètres carrés, soit 11 200 mètres carrés, surface réservée pour la construction d'une cité ouvrière avec cour centrale 4 675 mètres carrés, 45 immeubles de 130 mètres carrés, soit 5 850 mètres carrés, et 75 immeubles de 110 mètres carrés, soit 8 250 mètres carrés. Indépendamment de ces terrains, on doit tenir compte de ceux appartenant à divers propriétaires qui seraient englobés dans la nouvelle enceinte. Beaucoup de ces terrains sont propres à l'érection de nouvelles constructions. Il n'est donc pas exagéré de dire que l'exécution de tous ces travaux assurera à la classe laborieuse de notre ville plus de 50 années de travail. Quant à l'architecture roussillonnaise, qui devait être, que la France à table me pardonne, le sujet de ces quelques lignes, elle est caractérisée par le fait qu'elle n'a jamais été représentée, sauf de bien rares exceptions, que par des étrangers du Roussillon. Et cela de nos jours encore, ce qui a pour conséquence d'affligeantes productions sans caractère et sans âme, indignes du Roussillon, de ses beautés naturelles, de sa race et de sa lumière. Quelques architectes roussillonnais, dont le talent égale l'amour passionné de leur petite patrie, ont réagi, il y a quelques années, et cherché avidement à découvrir une synthèse de traditions ancestrales. Sans doute les sources d'inspiration nombreuses, complexes et disparates ont engendré confusion, tâtonnements, exagérations et erreurs. C'est le lot de toute action d'initiative. Soyons persévérants et tâchons à dégager l'essentiel. Souvenons-nous d'abord que nous sommes latins. Composons en accord avec les éléments immuables, climat, mœurs, cadre, lumière. Inspirons-nous pour fixer nos masses, nos proportions et nos lignes des admirables exemples d'architecture romano-catalane, si nombreux en Catalogne, ainsi que des vestiges de l'architecture rurale aragonaise, au charme si simple et si prenant. Prenons exemple, en vue de l'expression de nos œuvres, sur les moines bâtisseurs roussillonnais du Moyen Âge,
qui n'avait pas d'ego pour imprimer un caractère. Construisons solide, franc et rude comme l'est notre race, et exprimons notre attachement profond pour notre sol par l'utilisation des matériaux extraits de ce sol même et qui vieillissent si bien. Pas de nouillisme, certes, le Roussillonnais n'aime pas les complications inutiles. Mais pas de nudisme non plus, le Roussillonnais est pudique. Une décoration rationnelle, dans le cadre et dans la mesure fixée par nos compositions, ne peut qu'ajouter à l'expression régionaliste de nos œuvres. Pour réaliser cette décoration, recherchons la collaboration des peintres et sculpteurs. Ils comprendront, malgré leur répugnance à vulgariser leur talent, qu'ils feront œuvre utile et profitable en continuant à développer, dans la masse, l'amour de l'art et à éduquer son goût faussé par les papiers peints industriels et les pâtisseries de série. L'œuvre régionale que mon confrère Joffre et moi devons réaliser à l'exposition de 1937 sera pour nous l'occasion d'adresser un appel aux peintres et sculpteurs catalans en vue de cette collaboration. Je souhaite qu'il soit entendu. Premièrement, modernisme contre traditionnalisme. L'architecture de la maison, étudiée particulièrement par M. Masse, c'est toute l'architecture moderne en jeu. L'architecture moderne procède au système de structure et non d'éléments décoratifs divers. L'emploi du béton armé, matériau économique, répond absolument aux besoins modernes. À toutes les époques, on a employé des matériaux économiques, pris sur place pour les constructions suburbaines. Quant aux beaux matériaux tels que la pierre, le marbre venu sur place à grands frais, les moyens de transport étant primitifs, on employait ces matériaux parcimonieusement mélangés avec la brique. Toulouse, époque de la Renaissance, Montpellier, hôtel particulier du XVIIe siècle, etc. C'est donc un fait économique dans l'art architectural. L'architecture moderne reste donc dans la tradition dans l'évolution. Deuxièmement, nudisme contre décor. Le nudisme est une réaction contre le mauvais goût du XIXe siècle, académique jusqu'à 1900. Mon confrère reconnaît que l'architecture, pendant ce siècle, a traversé une époque déplorable de mauvais goût et de pastiches déconcertants. L'architecture de notre époque ayant fait table rase n'est qu'à sa première étape, les compositions de nos architectes évoluant vers une tendance où le décor aura sa place. Mais aujourd'hui, l'homme civilisé et cultivé a le goût des formes simples. Nous avons des autos sans décor en opposition aux carrosses Louis XV et chaises à porteurs. La beauté de la forme dépouillée se révèle par sa fonction, la pureté de la ligne et la sobriété de la couleur, ainsi que son économie. Les transatlantiques, véritables palais flottants, ne sont-ils pas des merveilles de la construction et de l'architecture moderne? Troisièmement, uniformisme contre particularisme. Il est au moins exagéré de soutenir que l'architecture moderne soit uniforme. Dans l'architecture dérivant du béton armé et international, il y a de grandes différences entre les constructions françaises, hollandaises, allemandes, russes des soviets et américaines. L'architecture française a toujours su rester nationale. La Renaissance française, inspirée de l'art italien au XVe siècle, Château de Blois, Chambord et les châteaux de la Touraine en sont des exemples. Si l'on considère les œuvres remarquables de notre production actuelle, Théâtre des Champs-Élysées, grands magasins, écoles, gares, des Perret, Boileau, Mallet-Stevens, Le Corbusier dans certaines constructions, les Patou, Cassan, etc., toutes ces œuvres ont un caractère particulier.
composés cependant avec la même discipline et non uniformes. Il ne faut pas, à notre avis, considérer la façade comme un décor en elle-même, comme le conçoit M. Masse. Dans la mode, ce n'est pas un ruban, une plume ou un autre décor qui rend la forme plus belle. Dans l'architecture non plus. C'est le plan d'abord qui détermine la forme, les proportions harmoniques, le volume, les baies en rapport avec les pleins. Le décor vient ensuite, mais avec la mesure, qualité française. Il serait judicieux d'essayer de nous libérer, une fois pour toutes, du carcan de l'architecture officielle et commerciale. Il existe une certaine forme d'architecture façonnée par les formes élémentaires de la nature, l'eau, le climat, le vent. Fille de cette littérature qui a la responsabilité de cet état de fait, en rejetant dans l'ombre les talents et les réussites anonymes et en exaltant les conceptions de certains réalisateurs et de leurs mécènes ou commanditaires. Il doit être mis un terme à toutes les horreurs et stupidités d'architecture et d'environnement que nous subissons. Simplicité et vérité de nos modestes paysans, où êtes-vous? Il est entendu que nos paysages, nos forêts peuvent accueillir des constructions, à condition qu'elles soient étudiées avec toute la sensibilité et la modestie indispensables à la sauvegarde du site. Le mimétisme, qui devrait présider à toute réalisation, les constructions humaines se fondant dans l'environnement naturel, devrait permettre un ensemble urbain qui se définirait comme un tableau, un livre, une partition musicale. Nous nous épuisons en proliférations qui croissent et se multiplient sans entrave, comme un eczéma rebelle à tout traitement, ignorant les obligations et les privilèges dont étaient conscients ceux qui nous ont précédés. Est-il nécessaire de construire sans tenir compte du respect du site, de la politesse, urbanité à avoir pour tous ceux qui ont le droit d'en jouir librement? Personne n'a le droit de détruire un site, de confisquer une vue. Qu'il serait bénéfique si l'architecture orthodoxe cédait le pas à ceux qui, dépositaires d'un héritage commun, obéissent aux leçons de l'expérience. Les bâtisseurs autodidactes ont su, dans le temps et l'espace, adapter avec talent leur construction à l'environnement, aux caprices du climat, aux obstacles de la topographie. Les formes de certaines maisons, transmises parfois à travers plusieurs générations, paraissent toujours valables, comme le sont encore les formes des outils de base. Ces dernières décennies, l'aventure du voyage, le tourisme et son industrie ont permis des constructions de villages types, avec leurs décors aux formes dissonantes, aux couleurs étrangères au site, aux proportions contre nature, aux recherches avec rupture d'échelle, de gabarit et d'expression. Indigence des réalisations dites architecturales, polluant la sérénité de l'architecture locale. Dans ce pays lumineux, aux horizons immenses, l'architecture devrait être simple et exclure tout ce qui est faux, artificiel ou maniéré.